merci aux étudiants de nous accueillir parce que c'est aussi eux qui nous permettent de pouvoir être plusieurs pour faire cet événement-là. Donc, merci aussi à Figura qui vous offre café et biscuits à l'extérieur. Ne vous gênez pas. Donc, j'ai juste un petit truc, un petit texte pour présenter les deux présentateurs d'aujourd'hui, mais aussi pour présenter un peu c'était quoi l'idée du cours que j'ai monté, qui s'intitule Contexte sociopolitique de la traduction. C'est un cours qui se donne à chaque année, mais habituellement, donc, ça n'a jamais été donné avec les langues autochtones, et j'ai pensé le faire avec les langues autochtones cette année, parce que ce qui m'intéressait, c'était les langues minoritaires, les langues menacées, et je me suis dit, tant qu'à parler du catalan ou du gaélique, pourquoi pas parler de langues menacées et minoritaires qui sont près de nous et qu'on n'entend pas souvent, puis dont on ne parle pas souvent. Et souvent, on pense qu'ils ont été oubliés, mais elles sont toujours présentes. L'invitation lancée donc aujourd'hui en collaboration avec le chantier de recherche Traduire les humanités du laboratoire de résistance sémiotique, qui est dirigé maintenant par Karina Charnion et Pierre-Pascal Boulanger, qui ne pouvaient pas être là ce soir. Donc, c'était de demander, l'événement d'aujourd'hui, c'était de demander à deux chercheurs de venir présenter leurs travaux, leurs réflexions sur le sujet, avec pour thème le langage de la colonisation. Une première intuition qui m'est venue, c'est lorsque Jean Morissette, dans une récente intervention en janvier, à la médiathèque Gaétan d'Hostie, avait déclaré, si mon souvenir est bon, on me dirait si je me trompe, que l'histoire au Canada commence en 1763 avec la proclamation royale, donc avec l'établissement de la langue anglaise au Canada. Oh, British America, je l'ai dit. Probablement. C'est encore pire. Donc, l'idée est donc d'interroger avec Dali et avec Jean l'histoire coloniale avec pour appui les langues autres que celles de l'Empire britannique, British America, langue qui précède l'établissement de colons britanniques dans ce qui deviendra le Canada tel qu'on le connaît. Donc, j'ai quelques petites problématiques. J'en ai deux pour chacun des présentateurs. Donc, vous acceptez ou pas la problématique, vous en faites ce que vous voudrez. Ou au pire, on en reparlera après, pendant la période de questions. Donc, deux problèmes terminologiques. D'abord, j'interroge la question à partir de deux problèmes liés à la terminologie. Le premier adressé peut-être à Dali Giroux, professeur de sciences politiques à l'Université d'Ottawa, qui fait depuis longtemps de la recherche sur la pensée politique autochtone. Le problème terminologique d'autochtonie entre l'anglais et le français est en soi révélateur d'une relation à l'origine. Autochtone, qu'est-ce que ça implique? Comment ça se traduit en anglais? Le terme en français vient du grec ancien qui signifie né de la terre, en relation avec allochtone, qui est son contraire. On retrouve aussi hétérochtone plus rarement, qui signifierait né ailleurs. Il apparaît en français au 19e siècle pour parler des Grecs anciens. On le retrouve souvent dans la francophonie pour désigner ce qui est propre à un lieu. Par exemple, on peut retrouver l'expression capitalisme autochtone, parler d'un capitalisme qui serait propre à un lieu. Est en quelque sorte l'équivalent d'indigène, qui vient du latin et qui a la même signification. Peu utilisé pour parler de peuples, plutôt utilisé pour parler de la faune, de la flore, de la nature. Indigène est souvent utilisé dans la francophonie, en France notamment, pour désigner les peuples colonisés, notamment colonisés de la colonisation française. Et il peut prendre un sens péjoratif, que n'a pas, il me semble, le terme anglais. Autochtone va être utilisé au Canada dans un sens juridique pour regrouper trois types, au sens législatif, de peuples. Les Premières Nations, autrefois appelées les Indiens, Indians, aujourd'hui parfois appelés les Amérindiens, les Inuits et les Métis. Tous ces mots sont chargés de connotations culturelles et politiques que je n'aurai pas le temps ici d'aborder. Donc, en anglais, l'équivalent, disons, constitutionnel, c'est aboriginal, mot qui en français, ou l'équivalent aborigène, est du latin ab origine, qui vient des origines, est réservé aux Premières Nations d'Australie, sauf dans le cas de l'expression titre aborigène. On retrouve toutefois plus souvent indigenous, par exemple, pour parler des indigenous studies, ou encore un terme sur lequel on pourra discuter plus tard, native, qui, il me semble, n'a pas d'équivalent direct en français. Autre problématique liée, la réappropriation des ethnonymes en français comme en anglais,
c'est-à-dire les noms que les peuples se donnent eux-mêmes, qui ont tendance à changer ou à redevenir populaires aujourd'hui. Les Mohawks, peut-être vous le savez, étaient autrefois appelés les Agniers en français, mais ils se désignent eux-mêmes par Ganyenkeaka, le peuple du silex. Ceux qu'on appelait les montagnais s'appellent désormais Innu. Les Esquimaux, qui est probablement l'exemple le plus célèbre, sont maintenant appelés des Inuits. Terme pluriel en inuktitut, dont le singulier est Inuk. Ce qui pose toutes sortes de problèmes orthographiques, ce qui a jusqu'à commander l'intervention de l'Office québécois de la langue française au début des années 90 pour savoir si on devait mettre un S à un mot qui était déjà au pluriel. La désignation de l'autre dans ces langues peut être aussi une exploration intéressante. Pour ne donner qu'un exemple, le blanc, en inuktitut se dit kalunak, il signifie, selon certains, gros sourcils. Ces problématiques terminologiques peuvent paraître bien futiles, mais elles ne le sont pas. L'usage des mots révèle des conceptions qu'on a des réalités sociales. En octobre dernier, au lendemain des révélations sur les agressions sexuelles commises par certains policiers de la ville de Val-d'Or, il y a eu une table ronde à la radio de Radio-Canada où l'on pouvait entendre, entre autres, l'anthropologue Serge Bouchard et le politologue Joseph Yvon Thériault, une confrontation exemplaire où se délimitait dans l'usage des termes, peut-être, ce sera ma suggestion, deux perspectives sur les Premières Nations. Je rapporte le dialogue qui a eu lieu entre les deux, alors qu'on discutait de la possibilité d'un troisième niveau de gouvernement au Canada réunissant les 58 Premières Nations. Bouchard dit à un moment donné, « Les communautés autochtones jaillissent ça dire ça. » Et là, l'animateur répond, « Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place? » Et Bouchard répond, « Ben, ils ont des noms. » Ils ont des noms. Madame Michel, il fait référence à Viviane Michel, qui était au même moment dans la discussion, la présidente des femmes autochtones du Québec. C'est pas une autochtone, c'est une Innu. Quand on dit crise à Val-d'Or, il n'y a pas d'autochtones à Val-d'Or, il y a des Anishinabés, c'est des Algonquins, il y a des Crieux, etc. Et là, Thériault de répondre, mais là, vous les excluez de la communauté politique. Vous ne leur donnez pas un nom de sujet politique, vous les ramenez à leur identité. Vous dites, on ne peut pas avoir de sujet de droit autochtone, il n'y a que des Inuits, des Algonquins. Bouchard serait incapable de répondre directement à cette réplique de Thériault, fort intéressante, mais assez troublante. Je la résume ainsi. A-t-on là une division incommensurable entre, d'une part, une pensée de l'identité, de la culture, de la diversité dont relèverait sans doute la question de la traduction, mais pas autochtone, on ne pourrait pas parler d'autochtonie ici, et de l'autre, celle du politique, qui ne peut se comprendre qu'en excluant les particularités, mais surtout qui relèverait d'une interpellation externe au dehors du culturel. En d'autres termes, il n'y aurait de politique autochtone, y compris dans des questions relatives à l'autodétermination des peuples, qu'à condition de comprendre l'autochtonie dans un rapport à un État, en l'occurrence l'État canadien colonial. Donc cela veut-il dire que la question culturelle ou anthropologique est toujours dissociée de la question politique et juridique? C'est la première problématique que je proposerai. Deuxième problématique terminologique et que j'adresse particulièrement à Jean Morissette, professeur retraité en géographie de l'UQAM, grand explorateur du continent Amérique, spécialiste de la Franco-Amérique. Que faire de la forme coloniale particulière du Canada et de ce qu'on nomme en anglais le settler colonialism, terme inexistant en français. Ce colonialisme se distinguerait des formes plus souvent conceptualisées dans les études postcoloniales, par exemple, par ceci que les colons, en anglais settlers, s'établissent ou peuplent la colonie et qui visent à ne plus dépendre de la métropole, comme c'était le cas en Afrique. Les colons demeure lorsque le lien avec la mère patrie est rompu. Comment donc traduire cette expression en français? Le fait même que l'expression n'existe pas vraiment en français est peut-être symptomatique de l'absence de réflexion à ce sujet, ou encore que cette réflexion a été faite autrement. C'est un peu l'enjeu de la rencontre aujourd'hui. S'il y a des équivalents en français de settler colonialism, l'usage est encore flottant. Colonialisme, mot qui en anglais vient du français, n'est pas un problème. Le problème, c'est le settler. On parlera difficilement, même si je l'aime bien, de colonialisme de colon, mais plutôt, on utilise surtout colonialisme de peuplement ou encore colonialisme d'établissement. On pourrait suggérer une dernière option,
puisque l'équivalent au temps de la Nouvelle-France, le settler était habitant. On pourrait parler de colonialisme d'habitation. Une deuxième question pourrait être celle-ci. Quel est cet impensé dans le monde francophone pour la question du colonialisme? Quels sont les effets de cet impensé dans la relation entre les francophones et les Premières Nations? Et le soudain intérêt pour le métissage tel qu'on le voit en scène dans un documentaire comme L'Empreinte, vient-il aider ou au contraire vient-il obscurcir la question? Voilà, ça c'était ma petite présentation. Qui veut commencer? Es-tu une settler ou une habitante? Ben, c'est de ça que je veux parler. Je suis cela et plus encore. C'est révélateur de dire que le mot native n'a pas d'équivalence directe en français parce qu'il vient du français. En anglais. C'est vrai, c'est un mot, c'est quand même un mot latin francisé qui a été pris par les Anglais, ensuite qui est renvoyé. Mais moi, je voudrais commencer par quelques dégustatifs. Est-ce que tu voulais parler? Ah, c'est super. Est-ce que tu m'avais obligé à parler? Alors, quelques dégustatifs et aphorismes, parce que j'ai jamais réfléchi à la traduction, parce que on était comme traduit à l'avance. Ma génération, même si je suis un produit de l'Empire britannique, et j'ai fait mes thèses en anglais. C'est comme si les traductions aussi existent déjà. J'aimerais vous citer quelque chose que j'adore d'un Sioux Dakota, du Dakota, qui une fois disait I may happen to speak English, but it is not English that speaks through me. Il se peut que je parle anglais, mais ce n'est pas l'anglais qui parle à travers moi. Et en même temps, pour les vieux raconteurs du Nord qui parlent encore leur langue, le public ne peut jamais être ceux de la tribu ou ceux de leur génération. C'est assez dérisoire tout ça. Ce qui intéresse, dans le fond, souvent, la parole des vieux dans leur langue, c'est la traduction en anglais pour les non-autochtones. Leur public, c'est jamais les gens de la famille. Quand on entend à Iqaluit, la radio tous les jours, tout ce qui se raconte, les jeunes sont anglicisés ou vont à l'école, etc. Ils sont subventionnés pour ne pas parler leur langue. Alors finalement, c'est la traduction en anglais de la parole autochtone qui a vraiment une expansion. Scott Momaday, par exemple, qui était le premier autochtone aux États-Unis à avoir le prix Pulitzer, sa langue d'écriture, c'est l'anglais. Sa langue rêvée, ce serait la sienne s'il la parlait encore. Et toute la génération des écrivains, je n'avais pas prévu ça, aux États-Unis, et peut-être dans l'Ouest aussi, comme surtout les Métis, c'est en anglais qu'ils expriment quelque chose qui ne serait pas l'anglais. Et autrement, ils sont perçus comme des vieux raconteurs de village dont la modernité est douteuse pour les gens de la famille. C'est dans ce sens-là que il se peut que je parle anglais, mais ce n'est pas l'anglais qui parle à travers moi, mais qu'est-ce qui parle et qu'est-ce qui va écouter cette parole souterraine comme une rivière attendant sa résurgence quelque part. Toute la terminologie dont tu as fait mention, j'ai travaillé peut-être une vingtaine d'années dans le domaine des recherches pouvant mener à des négociations. Et les mots, sur un plan, les mots ont toujours un sens juridique, mais en même temps, tout est toujours imposé.
Et plus les gens négocient leurs droits, plus ils sont assimilés par la négociation. Dans une langue, forcément, qui n'est jamais la leur, ni la nôtre. Moi, je parle en tant que Canadien aussi, là. Dans une langue qui n'est jamais la nôtre. Jamais la nôtre. Il n'y a pas c'est ça que j'avais dit. Il n'y a pas, depuis 20-25 ans, depuis la période après Trudeau, il n'y a pas eu une seule phrase sur un plan national ou international à Ottawa qui a été pensée dans une langue qui est autre que l'anglais. Zéro. Il n'y a pas eu une perspective. Il n'y a pas eu une perspective qui dirait bon, moi, je m'intéresse à Haïti ou au Brésil pour son créole ou pour sa langue portugaise ou issue du portugais par rapport à la mienne issue du français et mélangée à d'autres langues. Il n'y a jamais ça. Je m'intéresse à Haïti pour aider Haïti, non pas pour être aidé par Haïti sur le plan linguistique ou sur le plan de l'imaginaire colonial, etc. Et Dieu sait si Haïti, c'est le seul pays, ça c'est prévu, Haïti a changé son nom français en nom autochtone en 1804. C'est la République du Dimanche, ou la République, je ne sais pas, Saint-Domingue, est devenue d'un seul coup un mot autochtone qui était Haïti, avec une constitution qui est la suivante: tout citoyen d'origine indienne ou sauvage et tout citoyen autochtono-négro et citoyen haïtien, c'est le désir. Évidemment, personne n'est venu en Haïti là, pour recevoir sa citoyenneté, mais c'est le seul pays des Amériques qui a fait ça. Dans le processus de négociation, si tu veux, de traduction, c'est toujours un processus d'exclusion-inclusion. Les négociations, ça a toujours été comme faire un parc national ou faire une réserve. C'est exactement les mêmes principes. Il y a, dans le parc national, j'imagine que l'endroit spécial où des caribous peuvent diriger leurs propres affaires communautaires et le reste est partagé. Et c'est toujours... Et les droits sont concernés. En fait, les droits des réserves, les droits des réserves, c'est toujours une terre qui est accordée aux Autochtones parce qu'elle ne pourra pas avoir aucune autre utilité que d'être accordée aux Autochtones. Punto. Et en même temps, la documentation des droits, c'est de pouvoir établir une filiation à partir de la proclamation royale en 1763. Tout ce qui est pré-1763, c'est-à-dire l'époque canadienne et française, la so-called French America, l'Amérique, moi je l'appelle l'Amérique canadienne parce qu'elle comprend quand même le 3/5 des États-Unis. La France, on est quand même plus nombreux aux États-Unis qu'au Québec, là, comme Franco. Et tout ça est exclu d'emblée. C'est quelque chose qui part de l'Empire britannique. Et le secret de l'Empire à ce moment-là, c'est pas de reconnaître des droits, c'est de couper la vieille alliance entre Canadiens et Indiens, sur tout le continent. Quand je parle du continent, c'est Missouri, Mississippi, etc., dans tout l'ensemble. Et de faire une réserve qui s'est appelée Province of Quebec. Je ne vais pas entrer là-dedans pour le moment, mais dans la Province of Quebec, confédérée, il n'y a pas de droit autochtone. Puis dans tout le reste, il n'y a pas de droit canadien. C'est-à-dire que c'est la seule façon pour eux de ne pas faire comme avec les Acadiens. C'est-à-dire de ne pas sortir les Acadiens pour les envoyer dans le reste du territoire. Et à ce moment-là, dans tout le territoire nord-américain qui sera pris par les Britanniques ou par les États-Unis sous droit britannique, c'est de pouvoir documenter qu'on utilise un territoire qui n'a pas été approprié par un groupe de Blancs. Et à travers l'histoire, mais excluant, bien sûr, les occupations antérieures. Et donc, il n'y a pas de métis. Il n'y a pas de mot, il n'y a pas de métis. Il n'y a pas d'idée
Il n'y a pas de conception métisse dans tout ça. Tu ne peux pas être métisse. Pontiac a eu beau se battre, etc. Et finalement, il n'y a que des blancs, il y a que des blancs et des non-blancs, ou des rouges et des non-rouges. Il n'y a pas cet intermédiaire qui a fait toutes les colonies du continent, sauf les États-Unis, sauf les colonies anglaises. Les noms qui sont donnés, tu parlais d'aborigènes, de restreints d'Australie, etc. L'expression c'est aborigène. Tout ça, tout ce qu'on emploie, comme tu le disais si bien, est traduit de l'anglais. Mais qu'est-ce qu'on traduit exactement? On traduit les mots ou on traduit l'esprit? C'est pas... La traduction, dans le fond, la recherche de la traduction est une recherche de l'assimilation à une pensée qui est ni celle des négociateurs, qui est ni celle des Canadiens, ni celle des Indiens. Entrer dans un jeu de négociation, c'est entrer dans un esprit qui finalement t'assimile à une pensée de conquête. Il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Comme tu as parlé des Esquimaux ou des Inuits, c'est intéressant de voir que le mot demeure en Alaska. Le mot ne va jamais disparaître en Alaska. Et ce qui a créé Inuit, c'est le gouvernement fédéral. Ce n'est pas les Esquimaux qui ont créé ça. Je me souviens quand ça a été nommé Inuit Tapérisat dans les années 70, 72, le mot Inuit existait. Mais ce qui fait que pour les jeunes actuellement au Nunavut, quand on parle des Esquimaux, on parle de leur grand-père. Ils ne les appellent pas Inuits. C'est drôle comment ça a changé. Les anciens sont des Esquimaux, puis les jeunes sont des Inuits. Alors que pour la phraséologie des Kadlunak, c'est le contraire. C'est vraiment intéressant de voir tout ce jeu-là. Il y a un mot que j'aime bien, moi, c'est Portunuk. Portunuk en Inuktitut, ça veut dire les Noirs. Les Noirs. Mais Portunuk, ça vient de portugais. Parce que les marins portugais étaient plus foncés que les autres. Donc, c'est devenu le mot l'équivalent d'un Noir. Puis bon, il y a quand même eu des métis noirs dans le Nord à cause de la Deuxième Guerre mondiale, la construction aussi la construction de la Dew Line. La Dew Line, la ligne radarisée de pré-alerte en face de l'ex-Union soviétique, etc. Et en même temps, le mot Esquimau est un mot autochtone. C'est Eltiméo, c'est un mot algonquien. C'est un mot autochtone aussi. Puis pour les Esquimaux Inuits, les gens du Sud sont des mangeurs de poux. Alors, c'est tout cet entrejeu-là qui est intéressant. C'est comme Inuit. Les montagnards disent Inou, mais Inuit, on n'est pas Inuit, on est Inou. Inou qui? Point d'interrogation. Alors, le dialogue entre, je ne sais pas, Serge Bouchard et Joseph Viron-Thériault, etc., dans le fond, ça porte sur les Blancs, ça porte toujours sur la façon de désigner. C'est pas un combat de l'intérieur. Settler colonialism. Bon, le settler, ce qu'on a. Ma formation géographique, c'est un mot très en usage que le mot settlement geography. Mais settlement, ça veut dire, dans le fond, comme tu l'as dit, ça veut dire habitat. Pour le mot habitant, ici, le mot habitant, il est importé des Antilles. Le mot, un habitant, ici, c'est devenu tellement péjoratif, mais un habitant, c'est quelqu'un qui a une habitation. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas esclave. C'est quelqu'un qui n'est pas... quelle était la catégorie intermédiaire entre esclaves et planteurs? Les engagés, pas engagés. Il y avait un mot intermédiaire qui est employé ici. Alors, ici, ben, il y a eu de l'esclavage, mais ici, en Canada, il y a eu de l'esclavage, mais les gens étaient des habitants.
un vocabulaire qui existait déjà dans la Caraïbe, puis qui a monté ici comme marin et moine pour désigner j'imagine, un environnement colonial. Quoi d'autre? Le vocabulaire, aussi dans le domaine blanc autochtone, dans le domaine des négociations, est double. En anglais, on parle toujours de land claims. On ne parle jamais de territorial claims. C'était traduit en français par revendication territoriale. Mais c'est prohibé de employer le mot territoire en anglais. C'est vraiment land. Parce que territoire, c'est beaucoup plus global. Ça inclut le sol, ça inclut le sous-sol, ça inclut, bon, j'exagère, mais en tout cas, peut-être un peu l'air qu'on respire, bien que c'est difficile de claimer l'air puis de mettre une frontière autour de l'atmosphère exclusive ou inclusive dans les catégories de terre. Et ensuite, je dis que c'est double parce que les gens sont obligés de négocier à partir de la chasse et de la pêche, et non pas comme être humain en totalité. C'est réduit à une occupation des terres dans le but de chasser. Comme si ceux qui sont arrivés à s'appeler Québécois devaient négocier leurs droits par rapport à la calèche ancestrale, quelque chose comme ça. Pas de calèche, pas de droit. C'est vraiment intéressant de voir. Moi, je voulais seulement vous raconter des choses, des anecdotes, finalement. J'en ai écrit, mais je te dirai peut-être plus tard. Moi, j'ai connu un peu le Québec. J'ai connu un peu, peut-être une vingtaine de fois, je suis allé à Coupe-Jean-Rapide, puis à Chibot, puis à Pouvonito, puis à Ivy-Guivé, puis tout ça. Mais, vous connaissez tout le projet de la baie James. Je l'ai vécu, moi, à Couteau Jaune, puis dans les territoires du Nord-Ouest, Couteau Jaune qui est devenu Yellowknife en anglais, 75 ans plus tard. Et à ce moment-là, c'était le temps vraiment du pré-Québec bashing, puis those bastards will freeze in the dark, tout ça. Et je me souviens que dans toutes les négociations de Baie James, qui ont eu un impact partout, même les Kennedy, les Kennedy s'y sont intéressés pour mettre les Frenchies à leur place, et ainsi de suite. Mais ce que je vais vous raconter, c'est qu'il y a eu un oubli. C'était une négociation avec les Inuits puis les Cris, mais ils ont oublié un peuple intermédiaire là, entre les montagnards, les Naskapi. Et ça, j'ai participé à la négociation, c'est pour ça que je vous le raconte. Alors, parce que tout ça s'est fait à Montréal. C'est Montréal qui était la capitale de tout ça. Pas Montréal, 800 de Maisonneuve Est, en face de l'UQAM. La mairie de tout le nord québécois, c'est 800 de Maisonneuve-Est. C'est là que toutes les négociations se sont faites. Les gens étaient au dernier étage. Je me souviens, pas de Charlie Watt, mais des gouttes de sueur lui descendaient sur le front partout. C'était à dire, oh, on a négocié avec un fusil sur la gorge, etc. Je reviens à Minaskapi, qui avait été oublié, parce que nous, on a porté ça en justice, puis on était obligés de négocier ça. Alors, ils ont dit aux Naskapi, ils ont expliqué aux Naskapi ce qu'ils devaient faire pour avoir des droits, parce que les avocats étaient très fraternels, et ils disaient, moi, je vais vous dire qui vous êtes, hein, et ensuite, comment représenter ce que vous êtes pour avoir les droits auxquels vous avez droit par mois. C'est un peu comme ça. Alors, pour les Naskapi, ils ont dit, il y avait 2-3 avocats du côté du gouvernement, non plus que ça. Il faut, pour les terres de catégorie 1, c'est un village, on vous le donne, une partie au Québec. On exproprie le reste pour que ça devienne fédéral, comme on a exproprié pour... ils ont exproprié des terres québécoises pour qu'elles deviennent indiennes par l'intermédiaire du fédéral, qui est propriétaire des terres, alors que les Indiens sont usufructuaires. Ils ne possèdent pas le sous-sol. Alors, ils ont dit, comme catégorie 3, c'est vraiment, c'est vos territoires de chasse, il faut que vous délimitiez sur une carte
vos territoires de chasse. Alors, 24 heures de pensée, je termine là-dessus, des Naskapis sont revenus, ils ont dit, oui, on a notre territoire de chasse, on est des chasseurs de caribous, très très bien, c'est ce qu'on pensait aussi, on voulait que vous nous disiez. Et donc, on a choisi, comme terre de catégorie 3, les caribous eux-mêmes, on a un territoire en transhumance. Et là, ça a pris une année de négociation en plus pour faire comprendre qu'une catégorie ne pouvait pas être mauvaise. Merci. Merci. Je vais revenir pour des questions du public après. Peut-être après. Oui, oui, oui. Non, c'est parce que vous avez parlé de settler. Oui. Monsieur Lemieux a parlé de settler colonial. Vous allez voir mon accent, là. Puis vous avez parlé de settlement, qui est effectivement l'établissement, l'habitat et tout ça. Mais vous n'avez pas fait le lien entre le colonialisme et le mot settler. C'est parce que là, dans la négociation, où il y a eu des settlers vraiment établis, ils ont enlevé le droit autochtone par le fait qu'ils étaient établis là. Okay. Et c'est ça la pensée britannique. C'est pour ça que, pour les Canadiens, on a décidé, en faisant la province of Québec, qui est un parallélogramme autour du fleuve Saint-Laurent, on en a entendu parler au deuxième référendum, non? C'est comme une grande réserve. C'est le premier bantoustan de la province de Québec dans la pensée britannique qui a servi de modèle de l'Afrique par la suite. Ils ont fait une grande catégorie comme ça autour du Saint-Laurent jusqu'à Anticosti. Et ça, c'était le territoire des Canadiens. Okay. Parce que la présence des Canadiens avait effacé dans leur pensée tout droit autochtone à l'intérieur de ce parallélogramme-là. Et le reste est un territoire indien, à négocier pour que les Indiens signent des traités qui leur fassent perdre le territoire. Ça s'est produit comme ça. Est-ce que ça répond à la question de ça? Ça m'intrigue un peu dans... Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un. Ça m'intrigue un peu dans la recherche que vous avez faite. Quels sont les... Là, il y a un centre des milliers, mais les façons de concevoir le territoire qui vous apparaissaient assez parlantes chez les communautés autochtones diverses au Canada. À quel point est-ce que ça... Je n'ai pas parlé de ça, j'ai voulu parler de la conception des Blancs. La conception territoriale des Autochtones n'avait pas vraiment partie prenante, c'était des territoires de chasse peut-être prioritaires, etc. pour le Nord, mais tout le reste, dans tous les traités qui ont été faits, il y a 11 traités qui ont été faits, le 12e c'est la Baie James, tous ces traités-là, la conception de la terre autochtone, bon, pour des terres de chasse, des bisons, etc., ça n'existait plus. J'en ai pas parlé parce que j'essayais de montrer comment, du point de vue de celui qui négociait avec les Autochtones, le territoire devenait une idée poétique. Et le reste, la réserve, c'était... Ce qui a été fait comme habitation, je ne sais pas si vous avez vu des réserves dans Ganawagé, mais surtout sur la côte nord, là, si vous avez vu les réserves et les maisons préfabriquées qui sont là, la végétation qui a été décapée, etc., le territoire, c'est un territoire comme une municipalité, avec pour le reste des droits partagés. Alors toute la notion territoriale, que la terre appartient à personne, tout ça, c'est exclu dans la négociation. Je ne sais pas si ça répond à la question, c'est exclu d'emblée. Bien. Merci, gros sourcil. Ah! Oui, Mouk. C'est le nom qu'on nous donne. Oui, Miouk. Je voulais dire que climer l'air, ça se fait sous le mode aujourd'hui de la climatisation. Pensez à ça. L'Empire n'a pas fini de s'étendre. Inquiétez-vous. Et peut-être que je mettrais mon intervention sous cet énoncé de Jean, tout cet entre-jeu-là qui est intéressant. C'est tout cet entre-jeu-là qui est intéressant. C'est ce dont j'aimerais parler. J'ai juste préparé 3-4 cartes pour dire des choses qui sont très
primaires à propos de la colonisation. Là, j'ai trouvé une carte sur alloprof.fr. Ça, c'est des cartes qu'on montre aux enfants pour expliquer l'histoire des Amériques et des langues. Et sur cette carte-là, bon, ça nous explique les langues que l'on parle dans les Amériques, n'est-ce pas? On les connaît, hein? Évidemment, l'espagnol, le portugais. Salut. Bonjour. L'espagnol, le portugais, là, on ne parle pas souvent du néerlandais, il y en a un petit peu ici. Il y en avait eu un petit peu ici aussi à l'époque. L'anglais, bien sûr, et là, on a mis le français. Et il y a des petits points pour dire amérindien. Langue minoritaire amérindien. Donc, on accorde que l'on parle des langues indigènes dans le Grand Nord et en Amazonie, en somme. Un peu au Mexique. Un peu au Mexique, effectivement. Pas de données en haut. Et pas de données. Bon, j'aimerais ça vous parler de ça. C'est intéressant. Pourquoi le Groenland est sa carte puis il n'y a pas de données? Qu'est-ce qui se passe au Groenland? Un trou noir intéressant. Donc, on parle des langues coloniales en Amérique. C'est quelque chose d'évident, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est très important de se le dire. On parle des langues coloniales en Amérique. Et on a construit des États dans un processus qui a été appelé de décolonisation. Et ces États-là, on les connaît aussi, hein, le Brésil, la Colombie, le Mexique, les États-Unis, le Canada, qui sont des pays qui se sont décolonisés à partir de populations qui étaient soit des populations de colons, soit des populations de ce qu'on appelle des natifs. Il y a un mot en français pour native, mais on l'utilise juste dans le baragouin populaire, si tu veux. Si vous regardez le dernier glacier de Jacques Leduc, qui a tourné en 1982 à Shefferville lors de la fermeture de la mine, il y a toute une crise existentielle dans la population parce qu'il y a les ouvriers qui viennent de Montréal, qui viennent de Chibougamau, qui viennent de Québec, qui viennent de Trois-Rivières. La mine ferme, ils s'en retournent chez eux, mais leurs enfants, à eux, à ces ouvriers-là, ils sont nés à Shefferville. Puis ils disent, nous les natifs, on n'a nulle part où retourner. Donc ce sont des natifs, des natives. Donc la décolonisation, c'est-à-dire le processus par lequel le Brésil est né et s'est séparé du Portugal, c'est fait par des colons, par des natifs et aussi par des métis, n'est-ce pas, dans certains cas. Ce qui est bien important de souligner, c'est qu'il n'y a pas eu de décolonisation pour les 10 indigènes. Il y a eu une démétropolisation, c'est-à-dire qu'ils ont changé de colonisateur. Les Algonquins de l'Outaouais, il y avait un colonisateur britannique, maintenant ils ont un colonisateur canadien. Les Cris de la baie James, il y avait un colonisateur britannique, après ça il y a eu un colonisateur canadien, maintenant ils ont un colonisateur québécois depuis la Convention de la baie James depuis 1975. Donc il y a eu un processus de décolonisation dans les Amériques qui ne concerne pas les indigènes. Donc nous vivons dans un territoire qui est une colonie, à ce titre-là, si les indigènes sont des humains et s'ils ont droit à la subjectivité politique que voudrait bien leur accorder M. Thériault. La situation du Québec est bien intéressante et elle est bien problématique, elle est bien, j'aime dire qu'elle est psychotronique un petit peu, parce qu'on a là la situation où on parle une langue de colonisateur, une langue européenne, dans un lieu qui n'est pourtant pas décolonisé. C'est un statut crasse, c'est un statut absolument étrange. Tout le fil que je veux traîner avec moi touche à cette question-là, puis à la question de la traduction. C'est quoi le rapport entre ce double statut de colonisateur et de colonisé du Québec et le rapport entre le français américain et la traduction des langues autochtones? Donc le Québec, un français sans État, si vous voulez, décolonisés de l'Empire britannique, qui ont un grand désir d'État, puis un grand désir de devenir des colonisateurs, qui ont exprimé très franchement là, dans un projet de dite souveraineté. Hein, on voudrait devenir un État pour protéger notre langue coloniale. En gros, ça. Okay. C'est ça qui est psychotronique un petit peu. Sur le Groenland,
Bon, pas de données intéressantes. Moi, je ne sais pas grand-chose du Groenland. Je sais que c'est une population inuit qui vit là. Donc, c'est une langue qui appartient à la famille Esquimaux-Aléoutes. Et la semaine dernière, dans mon journal de Montréal, Le Devoir, je lisais un article qui intéressait cette problématique-là, à savoir qu'il y a une littérature au Groenland, qui est une littérature dans cette langue inuit, donc, qui est une littérature de colonisés, si vous voulez, qui nous est parvenue sous la forme de publications ici au Québec. Donc, ces ouvrages, quelques-uns de ces ouvrages-là, de cette littérature-là, 19e, 20e siècle, a été traduite et est maintenant disponible pour achat dans les librairies québécoises. Et si on regarde un peu la géographie de cette traduction, elle est fort intéressante. C'est-à-dire que c'est écrit donc en langue inuit, c'est traduit au Danemark en danois, parce que le Groenland est une colonie danoise, pour ensuite être traduit du danois vers le français en France, et ensuite être envoyé à Montréal où Daniel Chartier de la chaire de recherche sur les imaginaires nordiques a financé l'édition. Donc vous voyez comment cette chose-là, produite dans une langue indigène, sur un territoire, somme toute, qui n'est pas très loin, ça prendrait combien de temps aller là en raquette pan-canot? 3 mois? Pour le Québec, c'est le voisin le plus important avant les États-Unis. C'est ça. Disons 4 mois de raquette puis de canot. Tu sais, ça se fait pareil. Winnipeg-Montréal, ça prend 3 mois. Et donc, voyez-vous le voyage que le texte fait pour parvenir ici à Montréal. Il va transiter par 2 langues coloniales, il va transiter par le continent européen. Ça, appelons ça le paradoxe atlantique. Hein. Il y a Robert Hébert qui a plusieurs exemples comme ça. Il dit comment ça, des écrits qui ont été publiés ici, prennent le bateau, vont se faire traduire à Paris et reviennent ici à être vendus à Montréal. Comment ça marche, cette boucle de traduction-là, qui fonctionne de manière, disons, dominante dans le monde de la traduction. Donc, une carte, ça c'est 2 paradoxes, il y en a. Après ça, ça c'est la carte de M. Bouchard. J'ai une carte de M. Thériault après. Évidemment, en dessous des langues coloniales, des langues officielles, de l'espace public, des mesures de locuteurs et de l'étude, disons, bibliométrique de ce qui se passe, gardons ça en Amérique du Nord, il y a un paquet de langues. Il y a un paquet de langues en Amérique. C'est une carte plus indicative que précise, mais elle nous donne une idée des différentes familles qui existent, qui sont fort nombreuses. Et donc, ça veut dire que pour réfléchir, certes au langage de la colonisation, mais aussi, disons, à la situation coloniale de l'Amérique du Nord, c'est primordial de commencer à découvrir, si on veut, les couches. C'est comme s'il y avait des couches sédimentées de langues sur le continent. Il y a les langues officielles qui sont les langues européennes, puis il y a un paquet de langues. J'aimerais mieux dire, je ne peux pas parler de langue au sens, en tout cas, d'un répertoire ou d'un lexique, mais il y a un paquet de langages. Puis un langage, ben, c'est une activité, si on veut. Le langage comme activité quoi? Ou comme intercession entre la matière et l'esprit. Le langage, c'est ce qui travaille le rapport entre la matière et l'esprit. Et ça produit, ce travail-là, des formes de vie. Donc, autant de langage, autant de formes de vie. Autant de manières de faire intercéder la matière et l'esprit. Et si on dit ça, ça veut dire que le langage, c'est le vecteur le plus important de la colonisation. Moi, j'irais jusqu'à dire qu'il n'y en a pas d'autre. Le langage est armé, là, on s'entend. Il faut le voir comme ça aussi. Mais le vecteur de colonisation à peu près unique, c'est le langage. Parce que c'est comme ça qu'on nomme les lieux, qu'on produit les territoires, qu'on produit l'économie, c'est-à-dire le rapport à la matière, qu'on produit les lois, les régimes de propriété, c'est-à-dire la manière dont les personnes et les choses interagissent
intercèdent les unes par rapport aux autres. Puis enfin, les institutions, c'est-à-dire les manières dont on interagit les uns avec les autres. Tout ça se produit dans l'activité du langage. Donc, un langage, c'est une forme de vie. Et donc, imposer un langage, déposer un langage homogène sur d'autres langages, ben, c'est déposer une forme de vie sur d'autres formes de vie. Et ça se produit, la colonisation, comme c'est une capture symbolique et matérielle qui passe par l'imposition, non pas de la langue, c'est pas si important la langue, mais du langage. C'est-à-dire des manières de vivre, si on veut. Et donc, il y a un régime subalterne de langue en Amérique du Nord. Ça, c'est... Ah, tu vois, la police. Oui, c'est ça. On parle un peu de la même chose. Et ce régime-là, à mon sens, il est très occulté. On n'arrive pas à en prendre compte pour toutes sortes de raisons que je vais évoquer. Si on prend juste, bon, au Canada, on a des familles de langue iroquoienne, algonquienne, atapascane, esquimau, aléoute, salish. Juste déjà de se figurer ça, on se figure des modes de vie, des économies, des systèmes de déplacement, de mobilité, des manières d'être, des manières de vivre. Dans la vallée du Saint-Laurent, il y a plusieurs langues. Si on prend juste la province of Québec, là. Ah voilà, la province of Québec. Ça, c'est la carte de M. Thériault. Dans la vallée du Saint-Laurent, ça parle algonquin, ça parle mohawk, ça parle atikamekw, ça parle Innu, ça parle malécite, ça parle Micmac, ça parle Abénaki, ça parle Wendat. Il y a énormément de langues dans la petite vallée du Saint-Laurent qui sont tout le temps Inuit aussi. Ben, effectivement, j'allais dire au centre-ville, ça parle beaucoup Inuit. Ça parle pas mal cri aussi. Et donc, tout ça, c'est un régime de langue subalterne, c'est un régime de langue colonisée qui n'ont pas d'existence officielle, qui sont déchirés, troués, amalgamés, tout ce que vous voudrez, mais qui sont là et qui sont à peu près invisibles. Et moi, je réfléchis beaucoup à comment on ferait pour agir d'une manière décolonisante par rapport à tout ça. Puis l'idée que j'en ai, c'est mon adresse au traducteur qui commence, c'est qu'il faut commencer à arriver à fonctionner dans ce régime subalterne. Et dans l'énoncé de l'activité aujourd'hui, on disait, on reprend une thèse de Jean Morissette selon laquelle c'est pas possible d'accéder à l'autochtonie, puis au territoire, puis au peuple, autrement qu'en passant par l'anglais. Il faut toujours passer par l'anglais. Toujours. J'ai des exemples. Et comment on ferait pour ne plus passer par l'anglais? Évidemment, ça ne veut pas dire d'apprendre le mohawk, puis d'aller à Kanawagé, puis d'essayer de jaser. C'est pas ce que j'ai en tête. C'est plus latéral, c'est plus compliqué. On n'a pas besoin, à mon avis, on n'a pas besoin d'apprendre de langue pour accéder à cet espace subalterne, qui est un espace colonisé et de décolonisation. Donc, l'idée générale, c'est qu'il y a un public, puis il y a un infra, puis on ne le voit plus, l'infra en Amérique du Nord, mais il est là. Comme on disait, il y a plus de gens qui parlent pas nécessairement. Il y a plus de franco aux États-Unis qu'au Québec. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? C'est un monde qui existe, dont on n'arrive pas à tenir compte parce qu'on est toujours en train de se médier par les institutions coloniales. Puis on ne trouve pas les moyens de faire autrement. Et là, j'arrive à l'affaire que moi je trouve le fun là, dans ce que je viens de dire. Ça, c'est la fameuse carte de 1763, c'est la proclamation royale, donc le début du Canada, le début de la British North America. Et c'est la vision britannique de ce continent en 1763, qui est la même aujourd'hui, à mon sens. Comment? Donc ici, là, on a les colonies. Les colonies british. On envoie nos colons, ils font du commerce, ils s'installent sur toutes les belles places,
Ils s'installent à Cape Cod, ils font du commerce, il se passe toutes sortes de choses. Après ça, on réserve un territoire, le Indian Country, dans lequel la couronne insiste pour dire qu'il ne peut pas avoir de transaction d'individu à individu sur la terre, tout doit passer par l'Empire. Et c'est en ce sens que ce sont des terres réservées aux Indiens, c'est-à-dire c'est des terres que les Indiens ont juste le droit de vendre à la couronne britannique. C'est ce qui va créer les réserves, puis tout le système des traités part, dans le fond, de la création juridique de ce Indian Country. Et là, ici, la terre de Rupert, qui appartient à la Compagnie de la baie du Son jusqu'en 1870, le vrai acte de naissance du Canada, c'est l'achat ou la cession de la terre de Rupert de la Compagnie au Canada. Et on a une province de Québec dans cette histoire. C'est une traduction de l'anglais. Oui, c'est Province of Quebec. Et ça, c'est pour enclaver, dans le fond, les parlants français. Il y a deux problèmes pour les Britanniques en Amérique du Nord quand ils se saisissent du continent, c'est les Indiens et les Canadiens. Et donc, ils créent une réserve d'Indiens, puis ils créent une réserve de francophones. Et donc, nous, dans la vallée du Saint-Laurent, j'aime bien me dire, qui sommes-nous et où sommes-nous? Où nous sommes, là, si on le pose du point de vue de la colonisation des Amériques, c'est qu'on est dans la réserve francophone, on est dans la vallée du Saint. Là, moi, une question intéressante là, qu'on peut se poser, parce que 1763, on s'entend que tous les généraux français, puis tout ce qu'il y avait de haute gomme dans la colonie, la plupart des gens qui avaient des seigneuries, ils prennent le bateau puis ils sacent leur camp en Europe à ce moment-là. Goodbye la colonie. Tout ce beau monde qui sait lire et écrire s'en va. Il y a des bateaux qui coulent dans le Saint-Laurent, il se passe ça de choses. Et donc, qui reste là, dans la réserve? Qui reste dans la réserve? Les habitants, les gens qui... Les non-français. Plus éduqués. Plutôt analphabètes, attachés à la terre, moitié sauvage, moitié ci, moitié ça, éventuellement des curés, des notaires de village, des coureurs des bois, des pédaleurs, des religieux, effectivement. Et donc, quelle langue parlent-ils, ces gens-là? Bien franchement, ils parlent une sorte de baragouin, là. Il n'y a pas de version écrite. Il n'y a pas de version écrite de cette langue. Moi, je la parle, cette langue-là. Je la camoufle la plupart du temps, parce que je dois gagner ma vie. Et puis, j'ai subi, comme tout le monde, tout le processus d'orthodontie assez corsé là, que le Québec s'est fait vivre à lui-même à travers ça. Mais toujours est-il que puis je reviens à cette situation psychotronique du Québec, là. Colonisateur colonisé. Là. Mais, c'est une situation absolument impossible et paradoxale, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai à la fois une langue européenne coloniale avec laquelle je parle et j'écris et je gagne ma vie, et j'ai aussi le baragouin indigène qui est resté au niveau de l'oralité, puis qui est dans ce monde subalterne dont je parlais tantôt, puis qui fait partie de ces langues déchirées, trouées, amalgamées, mélangées, peu reconnues, en voie d'extinction, retardées, qui demandent correction, etc., que sont des langues indigènes qui se confondent. Tu parles français? Pardon? Tu es millionnaire, linguistiquement. Je suis millionnaire, mais je suis dans une position... Avec mon désir d'État et de parler une langue propre, qui serait une langue écrite, qui serait une langue européenne. Hein. On veut être du concert des nations décolonisées, puis parler français en Amérique. Et en même temps, on est porteur de ce baragouin d'illettré, qui est une langue indigène qui appartient au régime subalterne de colonisation. Et donc là, je me disais, comment on peut faire de cette expérience un mode de connaissance? Ce qu'on peut faire avec ça, ce baragouin-là que l'on connaît, qui est en nous, en tant que locuteur du français en Amérique. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça si on est traducteur? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça si on est un traducteur qui s'intéresse à la littérature autochtone contemporaine? Et là, j'ai pensé à quelques chantiers.
Mais pour l'illustrer ou pour illustrer l'intérêt de ce baragouin dans un projet de décolonisation qui serait d'essayer d'exister dans ce mode subalterne linguistique de l'Amérique, j'aimerais... C'est quoi la langue que vous parlez? Question après. On continue à mijoter. Il faut faire l'exercice avant. Je ne sais pas c'est quoi la langue que je parle, mais je sais que je crois que je parle plusieurs langues. Pour l'avoir testé, il y a des morceaux de ma langue que je ne peux pas exercer dans l'espace public. Ça, c'est sûr. Sans être réprimandé ou être corrigé Exclu. par le français de l'Académie. Exclu, c'est ça. Comprise. Ça, c'est pas clair. Sur la place publique, vous dites? Ben, il y a... Non, mais je veux dire, exemple, au coin de la rue, le Guy et... Ah, ben là, je peux. Ça, c'est pas l'espace public. Ah. L'espace public, je parle de l'espace officiel, de l'espace médiatisé. En général, c'est l'espace dans lequel tu es payé pour parler. Les journaux, le Parlement. Où on exige un français normal. C'est ça. Les gens qui font du doublage de films, par exemple, on double des films, c'est un français normal. C'est ça. Donc, toute cette sphère-là, disons, officielle, on va dire. Donc ça, ce sont des mots en métis. Le métis ou le métis, hein, qui est une langue, disons, qui s'est développée dans la terre de Rupert, hein, dans le contexte de la traite des fourrures, où des voyageurs canadiens ont commencé à prendre des femmes cris, des femmes au gibois, puis ont eu des enfants, puis ont développé une espèce de langue hybride, essentiellement de cris et de français, là, pour simplifier, on va dire, de français canadien, là, de français oral, de français américain. Et comment ça fonctionne? C'est essentiellement les verbes sont en cri et les noms sont en français, en gros. Hein, tu te rappelles le linguiste qu'on avait rencontré au Manitoba, qu'on avait fait boire beaucoup, puis il avait fini par dire « c'est sûr que c'est une langue qui est inventée par les enfants ». Les enfants de ces gens-là, eux, il y avait les deux, puis ils ont patenté ça, puis ça s'est fait tout seul. C'est pas une langue, ça a été créé par la grammaire, là, si vous voulez. Puis là, métis, hein, on l'écrirait comme ça, mais ça se dit méchif. Et c'est des gens qui viennent de la Beauce ici. Il y a des gens qui ont imité l'accent de la Beauce. Bon, ben, ça hurt les Hamterhel. Ma blonde est beauceronne, puis à un moment donné, elle regarde ça, elle dit « Hey, un gars de la Beauce qui a le vrai accent, il dirait méchif. » C'est ça, méchif. C'est comme ça qu'on le dirait. Puis on s'est mis à s'amuser, à dire finalement que l'accent beauceron, ça permet de prononcer le métis correctement. Et je pense que c'est vrai. Et donc, c'est déjà une illustration du fait que ça peut être intéressant de puiser dans le baragouin qu'on a en nous pour essayer d'entrer dans ce monde, dans le fond, subalterne linguistique. Et là, j'ai pris ces exemples-là parce que là, on a décidé de formaliser le métis, le méchif, dans l'Ouest canadien, et on a décidé de le faire en anglais. Et là, j'aimerais vous montrer comment ça fonctionne pour qu'on puisse dégager la règle. Donc, est-ce qu'il y a des mots que vous croyez pouvoir reconnaître là-dedans? Non, glo. Galette. Glo, le pli. Le faisan, le canot. Donc, le truc, c'est ça, il faut le prononcer en anglais. Et vous allez entendre un mot canadien. Ce sont tous des mots en français, ça. Chacun d'eux. Dilo, petit dilo, dilo. Les faisans, un faisan, tu connais ça, un faisan? Là, il faut le prononcer en anglais, c'est la galette. La galette. Mais là, c'est water pheasant bannock. Du canot, un canot. Vous connaissez un canot? Oh, plus difficile, hein? L'orge. Barley. La neige. La pluie. Ah, la pluie. La pluie. Ça. La rose des nos pays. Le sirop. Ah, ça, c'est beau. Laisse passer un peu. Oui.
Michel Tremblay écrit toujours souillé dans ses romans. Les souliers mous, les mocassins. Les souliers. On dit aussi les souliers de bœuf. Être violent. Tu joues du violon. Des yeux. Puis là, j'en ai des. J'ai des extraits, c'est des recettes. C'est le guide de vie saine et de recettes métisses publié par le Centre des métisses d'Ottawa en 2008. Oh, c'est qu'on est. Voilà. Oh mon Dieu. Viande. La viande sauvage. La viande farouche. C'est ça. La viande. La viande farouche. Farouche. Ah, ok, ouais, dans ce sens-là. Ça, dans celle-là, on a un mot cri. Il y a quelque chose dans le fourneau. Il y a lièvre qui chuchote dans le fourneau. Ils sont mal. Le lièvre. Dans le fourneau. Barbecue. Ah, tu as déjà mangé ça, tu n'as Ah, barbecue. Barbecue. La marinade, pas de marinade. Ah ben donc, du chèvre. Une grillade de nour. Du nour, un nour. D'un marmite. Steak d'ours au faitout. Ça a l'air de Torshire. La torchère. Moi, je parle cette langue-là, je m'excuse, là, j'en parle 3 quarts. C'est technique, est-ce qu'ils ont écrit ça comme ça dans... Oui, puis c'est plate, je l'ai oublié chez moi, mais dans le livre, il y a tout le guide de formalisation de la prononciation qui est fait à partir de l'anglais. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, si on le prononce en anglais, on dit un mot canadien. Ça, c'est du métis. Voyez-vous comment on transite par l'anglais pour avoir des rapports entre peuples dans le Dominion. On est en train d'accéder à notre propre langue, écrite par l'anglais. Voilà. Le souper de boulettes, un souper de boulettes, jardinage. Après, le dictionnaire d'Ida Rosalard, elle cherchait à dire Wolverine. Elle ne trouvait pas le mot. Elle ne trouvait pas Wolverine. Elle ne trouvait pas. Moi, j'avais Carcajou. Elle dit, comment ça fait que tu sais ça? Ça faisait un mois qu'il cherchait le mot, il l'avait oublié. Mais le mot Carcajou vient d'ici. Comme le mot Pimpina. Tu sais, c'est des mots algonquiens qui ont passé à l'ouest comme ça. Bon, c'est ça, hein? Comprenez la soupe de poule puis bladinde. Du bladinde. La bonne soupe de patates. Quand j'étais petite, ma grand-mère a dit des patates, puis j'avais donc honte d'elle, puis je la trouvais tellement illettrée. Puis là, une fois, j'ai lu Fernand Braudel là, sur la civilisation matérielle de la Méditerranée, qui dit au 14e siècle, on disait des patates. Il y a des paysans qui le disent encore. Ouais. Quand j'étais encore en vieux temps. Les petits pains, c'est bon, les petits pains. Les petits pains de céréales, de la rivière Rouge, c'est de Red River. Ah, dans la maison, le shit, la médecine, pas le mal des oreilles. Fait que là, je vous demande, apprenti traducteur, qui va traduire les écrits des auteurs autochtones contemporains qui écrivent en anglais en nous disant « J'écris en anglais, mais ce n'est pas ma langue. » Chez tout. C'est des beaux sons.